Pron 1, authentic photo of a French woman. 68 years old. With feature like, short. Silver grey hair styled elegantly. Kind blue eyes with thin lines around them. Fair skin with edge spot. She stand at her living room window at dawn. A teacup in hand. A look of care. Hollow stillness on her face as she watch a yellow tow truck outside her home in Tours, France. 35 mm lens. f1. 8. Soft natural light. Shallow depth of field. Cinematic color. Hyper réalistique. Hyper detailed. 4K résolution. Pron 2. A documentary still photo of a pearl white SUV being lifted by a yellow tow truck on a quay. Tree-lined suburban street in France. The early morning light casting long shadow. 35 mm lens. f1. 8. Soft natural light. Shallow depth of field. Cinematic color. Hyper réalistique. Hyper detailed. 4K résolution. Pron 3, authentic photo of a French woman. 68 years old. With feature like, short. Silver grey hair styled elegantly. Kind blue eyes with thin lines around them. Fair skin with edge spot. She sit alone at her rustic oak kitchen table. Her expression shifting from confusion to shock as she stare at her laptop screen. A bank statement visible. 35 mm lens. f1. 8. Soft natural light. Shallow depth of field. Cinematic color. Hyper réalistique. Hyper detailed. 4K résolution. La dépanneuse est arrivée juste après l'aube. Ses gyrophares jaunes peignant des cercles silencieux et balayant sur la façade de ma maison. Je me tenais à la fenêtre de mon salon. Une tasse de thé tiède entre les mains. Et je regardais. Il n'y avait aucune panique dans ma poitrine. Aucune envie frénétique de courir dehors pour les arrêter. Il n'y avait qu'un calme vide. Une immobilité creuse. Les hommes travaillaient avec efficacité. Leurs mouvements rodés et impersonnels. Ils ont attaché les lourdes chaînes à l'essieu avant du SUV blanc nacré. Celui qui était garé devant ma maison comme un trophée depuis 3 semaines. C'était une belle voiture. Le genre de véhicule qui faisait s'arrêter les voisins. Sa peinture scintillant comme des perles écrasées sous le soleil du matin. Une cage de nacre et de chrome. Avec un sifflement hydraulique. Les roues avant se sont soulevées du sol. Le fier véhicule maintenant humilié. Prêt à être remorqué comme une pièce à conviction. J'ai pris une lente gorgée de montée. Le goût était amer. Mais c'était la fin de l'histoire. Le début avait commencé 3 semaines plus tôt. Avec une autre tasse de café et un chiffre sur un écran qui n'avait aucun sens. 3 semaines plus tôt. Ma matinée était comme n'importe quelle autre à Tours. Le soleil filtrait par la fenêtre de ma cuisine, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. J'habitais cette maison depuis 45 ans. Dont 30 avec mon mari, David. Et les 5 dernières? Seule. Le silence était devenu un compagnon familier. Ma routine était mon encre, d'abord le café. Puis l'entretien du petit jardin à l'arrière. Et enfin, m'asseoir à la vieille table en chêne pour payer mes factures mensuelles. C'était une vie simple, financée par ma petite retraite et la modeste pension de réversion de David. Ce n'était pas extravagant, mais c'était suffisant. C'était stable. Et je chérissais cette stabilité plus que tout. Ma plus grande joie. Le soleil de mon orbite solitaire. C'était ma famille. Ma fille. Chloé. Son mari. Marc. Et mon petit-fils. Léo.
Il vivait à seulement 10 minutes de chez moi et était une présence constante dans ma vie. Chloé, ma belle et vibrante fille, passait prendre le café plusieurs fois par semaine. Marc, ambitieux et toujours tiré à 4 épingles, amenait Léo le dimanche. Et Léo, mon doux Léo de 16 ans, était la lumière de ma vie. J'avais aidé à l'élever, le gardant les week-ends pour que Chloé et Marc puissent avoir leur soirée en amoureux, allant le chercher à l'école quand ils étaient coincés en réunion. J'avais déversé ma vie en eux, et je pensais que cet amour était une forteresse, impénétrable et absolue. J'avais tort. Ce matin-là, je me suis connectée à mon compte en banque en ligne. La page s'est chargée, affichant la disposition familière des débits et des crédits. J'avais mon chéquier prêt, la pile de factures pour l'électricité, l'eau et ma mutuelle santé soigneusement rangée à côté de mon ordinateur portable. J'ai parcouru la liste des transactions récentes, mes yeux suivant les petites sommes habituelles, les courses chez Carrefour, le renouvellement de mon ordonnance à la pharmacie, un nouveau livre de la librairie locale. Et puis je l'ai vu. Un prélèvement qui m'a coupé le souffle pendant une seconde. Un retrait automatique de 850 €. Daté du 15 du mois. J'ai fait défiler vers le haut. Il était là encore. Le mois dernier. Le 15. 850 €. Ce chiffre était un envahisseur extraterrestre dans le paysage paisible de mes finances. C'était près d'un tiers de mon revenu mensuel total. Ma première pensée fut que c'était une erreur. Une erreur de la banque. Ça devait être ça. Je n'avais jamais autorisé un paiement aussi important. Je vivais prudemment, budgétisant chaque euro. Une dépense imprévue de 85 € me rendrait prudente pour le reste du mois. 850. C'était catastrophique. Ma main tremblait en attrapant le téléphone. Mon cœur battait comme un tambour frénétique contre mes côtes. J'ai composé le numéro du service client de la banque. La musique d'attente joyeuse me crispant les nerfs à vif. Finalement, une voix calme et professionnelle a répondu. Banque régionale de Touraine. Bonjour. Brenda, à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? J'ai essayé de garder ma propre voix stable. Bonjour. Brenda. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'appelle au sujet d'une transaction sur mon compte. Il y a un paiement automatique de 850 € que je ne reconnais pas. Il y eut le doux cliquetis d'un clavier à l'autre bout du fil. Je vois cela. Madame Dubois. Un prélèvement automatique. Laissez-moi juste consulter les détails pour vous. Encore des cliquetis. Le silence s'étira, rempli seulement par les battements affolés dans mes oreilles. D'accord. Madame. J'ai l'information. Le paiement correspond à un contrat de financement de véhicule. Un quoi? Les mots sortirent comme un murmure. Un financement de véhicule? Je n'ai pas acheté de voiture depuis plus de 10 ans. Ma Clio date de 2008. Eh bien? Nos dossiers indiquent qu'un prêt a été approuvé il y a 2 mois. Madame. Le contrat a été finalisé en utilisant votre numéro de sécurité sociale et vos pièces d'identité. Mon sang se glaça. Mes pièces d'identité? De quoi parlez-vous? Quel est le montant de ce prêt? Brenda hésita une fraction de seconde. Le premier soupçon de quelque chose d'autre que du détachement professionnel dans sa voix. Le montant total financé? Madame. Est de 75 000 €. 75 000 €. Le nombre était si vaste, si absurde, qu'il ne semblait même pas réel. C'était plus d'argent que ce que j'avais dans toutes mes économies. C'était une dette qui me suivrait jusqu'à la tombe. Mon souffle se bloqua. Qui a contracté ce prêt? Balbutiai-je.
Même si un soupçon sombre et terrible commençait déjà à fleurir au fond de mon estomac. Le contrat est à votre nom. Madame Dubois, dit Brenda froidement. Légalement. Vous êtes l'unique emprunteuse. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Le combiné semblait incroyablement lourd dans ma main. Mes jambes étaient faibles. Et j'ai dû m'agripper au bord du comptoir de la cuisine pour ne pas m'effondrer. Mon esprit était un tourbillon de confusion et de terreur. Usurpation d'identité. C'est ce que ça devait être. Un criminel sans visage avait volé mes informations et ruiné ma vie. Une vague de nausées m'a submergée. Pendant 68 ans, j'avais été si prudente. Je déchiquetais mon courrier. Je ne donnais jamais mes informations en ligne. Comment cela avait-il pu arriver? J'ai titubé de la cuisine au salon, mes jambes bougeant d'elles-mêmes. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de voir quelque chose de solide. De réel. Je me suis dirigée vers la grande baille vitrée qui donnait sur la rue calme et bordée d'arbres. Et c'est là que je l'ai vu. Garé juste en face de mon allée se trouvait un SUV flambant neuf. Il était d'un blanc nacré brillant. Le genre de blanc qui semblait rayonner de l'intérieur. Il était énorme. Imposant. Avec des jantes chromées étincelantes et des vitres teintées. C'était le genre de voiture qu'une star de cinéma conduirait. Le genre de voiture qui criait l'argent et le succès. C'était la voiture avec laquelle ma fille, Chloé, et mon gendre, Marc, étaient fièrement arrivés il y a 2 mois. Le souvenir m'a frappé avec la force d'un coup physique. Je les voyais aussi clairement que s'ils étaient devant moi maintenant. Marc, souriant jusqu'aux oreilles, tapotant le capot comme si c'était un cheval de course primé. Chloé, les yeux pétillants, s'accrochant à son bras. Tu te rends compte? Maman? Avait-elle gazouillé. Marc a eu cette énorme promotion au travail. Celle pour laquelle il a travaillé si dur. On a décidé de s'offrir enfin la voiture de nos rêves. Pour la famille. Une promotion. La voiture de leurs rêves. Ils avaient menti. Ils s'étaient tenus dans mon salon. Avaient accepté mes étreintes et mes fières félicitations. Et ils avaient menti. Les mensonges n'étaient pas que des mots. C'était une performance. Une fantaisie soigneusement construite. Ils avaient amené la voiture chaque dimanche pour le dîner. Racontant comment leurs amis étaient impressionnés. Combien Léo aimait le système de divertissement intégré. Et j'avais rayonné de fierté. Si heureuse de leur succès. De la vie confortable qu'ils construisaient. Une vie. Je le réalisais maintenant. Que je payais. La nausée est revenue. Mais cette fois. Elle était mêlée à un chagrin si profond qu'il ressemblait à une blessure physique. Ce n'était pas un criminel sans visage. C'était ma propre chair et mon propre sang. Mon unique enfant. Le bébé que j'avais bercé pour l'endormir. La petite fille dont j'avais pansé les genoux écorchés. La jeune femme dont j'avais payé les frais de scolarité en cumulant 2 emplois après le décès de David. Elle avait pris mon nom. Ma sécurité. Mon avenir. Et l'avait signé pour une boîte de métal brillante. Pendant 68 ans, j'avais cru que la famille était sacrée. Que les enfants honoraient leurs parents. Mais à ce moment, agrippé au cadre de la fenêtre avec des mains glacées, j'ai réalisé que j'avais élevé une étrangère. Une personne capable de me trahir de la manière la plus lâche qui soit. Je suis retournée à la cuisine sur des jambes chancelantes. La pièce, autrefois un lieu de confort, me semblait maintenant une cage. J'ai vu les photos encadrées sur le mur. Chloé à sa remise de diplôme. Chloé le jour de son mariage. Chloé tenant Léo nouveau-né dans ses bras. Sur chaque photo, j'étais là à côté d'elle.
Mon visage illuminé d'un amour qui me paraissait stupide maintenant. Un amour qui avait été utilisé comme une arme contre moi. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Son carillon joyeux faisait écho aux mensonges de mon foyer paisible et heureux. Je savais qui c'était avant même de regarder. C'était dimanche. Et ils étaient là pour le déjeuner. Pendant une seconde horrible, j'ai envisagé de ne pas répondre. De me cacher à l'arrière de la maison jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Mais où me cacherais-je? La vérité était déjà à l'intérieur, posée au fond de mon estomac comme une pierre. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. J'ai lissé le devant de mon tablier et je me suis dirigée vers la porte. Je devais voir leur visage. Je devais les regarder dans les yeux et voir si je pouvais trouver une trace des personnes que je pensais connaître. J'ai ouvert la porte. Un sourire plaqué sur mon visage. Un masque que je ne savais pas combien de temps je pourrais empêcher de se fissurer. « Salut maman !» a dit Chloé, passant à côté de moi avec un baiser sur la joue qui m'a semblé une marque au fer rouge. Marc a suivi, portant un dessert acheté à la pâtisserie. Léo traînait derrière eux, écouteurs sur les oreilles, inconscient de tout. L'odeur du parfum cher de Chloé a rempli mon petit couloir. Une odeur que j'associais maintenant à la puanteur de la tromperie. Le spectacle allait commencer. Et moi? La sponsor involontaire? J'étais forcée de jouer mon rôle. Nous nous sommes assis autour de la vieille table en chêne. La même table où j'avais aidé Chloé à faire ses devoirs et écouté Marc me demander nerveusement ma bénédiction pour l'épouser. Sur la table se trouvait le poulet rôti du dimanche que j'avais soigneusement préparé. Les pommes de terre dorées exactement comme Léo les aimait. Tout à l'extérieur était exactement comme il se doit. Une image parfaite du bonheur familial de banlieue. Mais à l'intérieur, un tremblement de terre silencieux et écœurant déchirait mon monde. J'ai essayé de manger. Mais chaque bouchée de poulet me donnait l'impression de mâcher de la cendre. La nourriture n'avait aucun goût. Tu t'es encore surpassé? Éléonore? Dit Marc, faisant un geste théâtral avec sa fourchette. Le meilleur rôti de Tours. Il avait un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Un sourire d'acteur que j'avais toujours trouvé légèrement dérangeant mais que j'avais rejeté comme une bizarrerie. Maintenant, je le voyais pour ce qu'il était, un masque. C'est juste une recette simple? Murmurai-je, poussant un morceau de carotte dans mon assiette. Chloé a ri. Un son léger et cristallin qui avait l'habitude de me réchauffer le cœur. Aujourd'hui, il me crispait les nerfs. Oh, maman, tu es si modeste. Tout ce que tu fais est merveilleux. Elle m'a tapoté la main. Son contact était doux. Ses ongles parfaitement manucurés. Un contraste frappant avec les miens, qui étaient perpétuellement tachés de terre de mon jardin. Alors, Léo, dit Marc, se tournant vers mon petit-fils. Raconte à ta grand-mère ce qui s'est passé à l'école vendredi. Léo a retiré ses écouteurs, son visage s'illuminant. Ah. Ouais. Papa est venu me chercher avec la nouvelle voiture. Et plein de mes copains l'ont vu. Jason. Tu sais. Le capitaine de l'équipe de foot? Il en est resté bouche bée. Il a fait. Mec. C'est ta voiture? C'était trop cool. Cool. Hein. Gloussa Marc. Bombant le torse. Fini d'avoir honte quand ton vieux vient te chercher. Pas vrai? Honte. Le mot s'est accroché dans mon esprit. Un crochet acéré dans une tapisserie de mensonges. Ma vieille Clio. J'avais utilisé cette voiture pour conduire Léo à son premier jour de maternelle. Je l'avais utilisée pour l'emmener chez le médecin quand il avait de la fièvre. Pour le conduire à l'entraînement de foot.
Au cinéma avec ses amis. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ma voiture, ma Clio fiable, payée, légèrement cabossée, était une source de honte pour lui. Pour eux. J'ai regardé Chloé. Cherchant un signe de désaccord. Une lueur de loyauté. Mais elle a juste souri et hoché la tête. C'est vrai? Maman. C'est bien pour Léo d'avoir quelque chose dont il peut être fier. C'est important à son âge. Alors? Ils avaient honte de moi. Honte de la vie que j'avais offerte. Des sacrifices que j'avais faits. La femme qui avait cumulé 2 emplois pour payer les études de Chloé. Qui avait gardé Léo gratuitement chaque fois qu'il voulait prendre une escapade romantique pour se retrouver. Le poulet rôti s'est transformé en ciment dans ma gorge. Une rage sourde et brûlante a commencé à couver dans ma poitrine. Un reflux acide de l'âme. Tu n'as pas idée à quel point ça fait du bien. Continua Marc. Coupant sa viande avec ostentation. 45 ans. Et je peux enfin offrir le meilleur à ma famille. Un SUV de luxe. Des sièges en cuir. Un système audio dernier cri. Chloé le mérite. Léo le mérite. Chloé tendit la main et serra la sienne. Tu as travaillé si dur pour ça? Chérie. Nous méritons d'être heureux. Nous méritons d'être heureux. Les mots résonnèrent dans le silence soudain de mon esprit. Il méritait d'être heureux. Et apparemment, ma sécurité financière était le prix de ce bonheur. Ils avaient décidé, sans me consulter, que mon fonds de retraite était leur fonds de rêve. Ils m'avaient nommée la bienfaitrice silencieuse et inconsciente de leur style de vie somptueux. Maman. Ça va? Demanda Chloé. Le front plissé dans une performance d'inquiétude. Tu es terriblement silencieuse aujourd'hui. J'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai rencontré son regard. Ma fille. Mon unique enfant. La fille que j'avais tenue quand elle avait la varicelle. L'adolescente que j'avais réconfortée quand son premier petit ami lui avait brisé le cœur. Maintenant, elle était assise en face de moi. Portant une bague en diamant qui coûtait plus de 2 mois de mon revenu. Faisant semblant de se soucier de mon bien-être après avoir falsifié ma signature sur un prêt de 75 000 €. Je vais bien. Ma chérie. Dis-je. Ma voix semblant lointaine. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je réfléchis. C'est tout. Super. Parce qu'on a d'autres nouvelles excitantes. Annonça Marc. Échangeant un regard complice avec Chloé. On prévoit un voyage à Disney World à la fin de l'année. Ce sera la première fois de Léo en avion. On veut que ce soit inoubliable. Léo a presque sauté de sa chaise. Sérieux? Papa? Disney World? Pour de vrai? Je peux le dire à tous mes copains? Bien sûr. Mon fils. Tu mérites de voir le monde. Dit Marc. Rayonnant. J'ai dégluti difficilement. Disney World. Un vol international. Il dépensait mon argent pour une voiture de luxe et maintenant il planifiait des vacances somptueuses. Pendant ce temps, j'avais annulé mon rendez-vous chez le dentiste le mois dernier parce que le reste à charge était trop élevé. J'avais arrêté d'acheter la bonne marque de crème pour l'arthrite parce que je devais choisir entre elle et la facture de chauffage. Mais eux, ils planifiaient le voyage d'une vie. Un rêve construit sur les fondations de mon avenir volé. C'est merveilleux. Ai-je réussi à dire? Forçant un sourire qui me donnait l'impression de me fissurer le visage. Vous le méritez tous. Après le déjeuner, Marc s'est installé dans le salon pour regarder le match de foot. Léo est monté dans ma chambre d'amis. Soi-disant pour faire ses devoirs mais plus probablement pour jouer à des jeux sur son téléphone. Chloé est restée pour aider avec la vaisselle.
Un rituel que nous partagions depuis des années. C'était autrefois un moment de conversation facile. D'intimité mère-fille. Aujourd'hui, c'était une chambre de torture. Pendant un moment, j'ai envisagé de la confronter. Je me suis imaginé jetant le relevé de compte sur le comptoir savonneux et exigeant de savoir comment elle avait pu me faire ça. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être une curiosité morbide de voir jusqu'où il pousserait ce mensonge. Ou peut-être l'instinct d'une femme de 68 ans qui avait appris que parfois, le plus sage est de regarder et d'attendre. Maman. Tu es sûre que ça va? Insista Chloé. Séchant une assiette avec un torchon propre. Tu as l'air ailleurs aujourd'hui. Je vais bien, ma chérie. Juste un peu fatiguée. Elle s'est penchée et m'a embrassée sur la joue. C'était un geste familier et affectueux que j'avais toujours interprété comme un amour sincère. Maintenant, il semblait calculé. Une performance pour un public d'une seule personne. Tu dois mieux prendre soin de toi. Maman. On ne veut pas que tu tombes malade. On ne veut pas que tu tombes malade. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Ils ne voulaient pas que je tombe malade. Mais ça ne les dérangeait pas de mettre en péril ma retraite. Ça ne les dérangeait pas d'utiliser mon nom sans permission. Ça ne les dérangeait pas de me laisser avec à peine assez d'argent pour couvrir mes propres dépenses essentielles. Ils ne voulaient simplement pas que je tombe malade. Car alors vers qui se tourneraient-ils? Qui serait leur filet de sécurité? Leur contact d'urgence? Leur babysitter gratuite? J'étais un atout. Et ils devaient maintenir leur atout en état de marche. Cette nuit-là, après leur départ, je suis restée seule dans ma cuisine sombre. J'ai regardé par la fenêtre l'endroit où le SUV blanc avait été garé. Les lampadaires jetaient une lueur pâle sur l'asphalte vide. Mais je pouvais encore voir la voiture dans mon esprit. Sa peinture nacrée brillant sous la lune. Pendant un instant, j'ai compris son attrait. Elle était belle. Puissante. C'était le genre de voiture qui faisait se retourner les gens. C'était un symbole de réussite. Mais c'était mon argent qui payait pour ce symbole. Mes rêves sacrifiés pour les leurs. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. S'il y avait quelqu'un au monde qui pouvait me donner des conseils honnêtes et sans filtre, c'était Sophie. Ma voisine et amie depuis plus de 20 ans. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Éléonore? Il est presque 10 heures. Tout va bien? Sa voix était mêlée de sommeil et d'inquiétude immédiate. Sophie. J'ai besoin de parler à quelqu'un? Dis-je. Ma voix se brisant enfin. Tu peux passer? Je vais nous faire une camomille. 15 minutes plus tard, Sophie était assise à ma table de cuisine. Toujours en peignoir et chaussons. Ses yeux vifs et intelligents fixés sur mon visage. Je lui ai tout raconté. J'ai commencé par le relevé de compte et le prélèvement de 850 €. Je lui ai parlé de l'appel avec la banque. Du prêt de 75 000 €. Je lui ai parlé du mensonge de la promotion de marque. Des plans de vacances à Disney World. Pendant que je parlais, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Son expression passant de l'inquiétude à l'incrédulité. Et enfin, à une fureur pure et sans mélange. Éléonore. Ce n'est pas seulement de la trahison? S'est-elle exclamée quand j'ai eu fini. Sa voix un sifflement bas et en colère. C'est criminel. C'est une usurpation d'identité. Ils ont utilisé tes documents sans ton autorisation. Tu peux les poursuivre en justice. Tu peux porter plainte. J'ai secoué la tête. Le mouvement me semblant lourd et lent. Porteur plainte serait un scandale public. Sophie. Je ne veux pas voir le nom de ma famille traîner dans la boue. Je ne veux pas ça pour Léo.
Mais tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça, insista TL. Sa main se refermant sur la mienne sur la table. Sa poigne était ferme. Rassurante. Il te vole. Éléonore. Ta propre fille te vole. Les mots de Sophie faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, je m'étais habituée à être leur soutien financier. Je leur avais prêté de l'argent qu'ils n'avaient jamais remboursé. J'avais couvert des factures quand ils étaient, un peu justes, à la fin du mois. J'avais gardé Léo gratuitement pour qu'ils puissent économiser sur la garde d'enfants. Je m'étais toujours dit que c'était ce que font les mères. Nous aidons nos enfants. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était de l'exploitation. Tu sais ce qui fait le plus mal ? Lui ai-je demandé. Mes yeux s'emplissant de larmes que j'avais refusé de verser toute la journée. Ce n'est même pas l'argent. C'est le mensonge. C'est le fait qu'ils me regardent dans les yeux chaque jour et prétendent m'aimer. Ils prétendent se soucier. Alors qu'ils utilisent mon nom pour vivre une vie que je paie. Le visage de Sophie s'est adouci. Mais ses yeux sont restés féroces. Éléonore. Tu as élevé cette fille seule après avoir perdu David. Tu as cumulé 2 emplois pour lui payer ses études. Tu as tout donné à cette famille. Et c'est comme ça qu'il te remercie ? Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais c'était une pilule amère à avaler. Pendant 68 ans, j'avais été celle qui arrangeait les choses. Qui prenait soin des autres ? Celle qui mettait les besoins de tout le monde avant les siens. Et maintenant ? Je découvrais qu'à leurs yeux, je n'étais pas une personne avec mes propres besoins et droits. J'étais une ressource. Un puissant fond dans lequel ils pouvaient puiser quand bon leur semblait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Sophie. Sa voix douce maintenant. Je ne sais pas encore. Dis-je. J'ai besoin de réfléchir. Mais en prononçant ces mots, une idée, froide et claire comme de la glace, a commencé à se former dans mon esprit. S'ils pouvaient utiliser mon nom sans ma permission, peut-être que je pouvais prendre quelques décisions sans la leur. S'ils pouvaient me mentir en face pendant des mois, peut-être était-il temps pour moi d'arrêter d'être complètement transparente avec eux. La femme qu'ils pensaient connaître la mère douce, accommodante, pardonnant sans cesse était partie. À sa place, quelqu'un d'autre commençait à se réveiller. Et elle n'était pas contente. Après le départ de Sophie, je suis restée éveillée dans mon lit, fixant les ombres mouvantes sur mon plafond. Le sommeil était un rivage lointain que je ne pouvais atteindre. Mon esprit, qui d'habitude se calmait à cette heure avec des pensées de paillis pour le jardin et de listes de courses, était maintenant un moteur vrombissant de calculs et de souvenirs. J'ai rejoué ma vie, cherchant le moment où la dynamique avait basculé. Le point où mon amour s'était transformé en leur droit acquis. Je me suis souvenu de la naissance de Chloé. De la vague écrasante d'amour et de protection que j'ai ressentie en tenant son petit corps dans mes bras. J'avais juré de faire n'importe quoi pour la rendre heureuse. Et je l'avais fait. Je me suis souvenu des soirs où j'avais travaillé tard au restaurant après ma journée de travail à la clinique. Mes pieds me faisant mal. Mon corps criant au repos. Juste pour pouvoir payer les leçons de danse classique qu'elle voulait désespérément. Je me suis souvenu de la fierté qui gonflait ma poitrine à sa remise de diplôme. Une fierté qui éclipsait ma propre exhaustion. J'avais vu son succès comme mon succès. Son bonheur comme le retour ultime sur mon investissement d'amour et de sacrifice. Et je me suis souvenu du jour où Marc était venu demander sa main. Il s'était assis sur le canapé de mon salon, les mains tremblant légèrement, et m'avait dit qu'il passerait sa vie à rendre ma fille heureuse. Il a dit que je gagnais un fils. Pas que je perdais une fille. J'avais pleuré de joie ce jour-là. J'avais pensé que j'accueillais un nouveau pilier dans notre petite famille. Pas un parasite. Puis est arrivé Léo. Mon doux et beau petit-fils.
Je l'avais pratiquement coélevé. C'est moi qui lui ai appris la propreté. Qui lui ai appris à lire. Qui ai embrassé ses genoux écorchés. C'est moi qui suis resté avec lui pendant des heures quand Chloé et Marc étaient trop occupés, ou stressés, pour s'occuper d'un enfant malade. Il était plus comme un fils pour moi qu'un petit-fils. Mais maintenant, je voyais qu'à leurs yeux, j'étais juste pratique. La grand-mère gratuite et de garde qui résolvait tous les problèmes qu'ils n'avaient ni le temps ni l'argent de gérer eux-mêmes. Quelque temps avant l'aube, une froide détermination s'est installée en moi. Le chagrin était toujours là. Une douleur sourde dans ma poitrine. Mais il était maintenant recouvert de quelque chose d'autre, la résolution. Ils avaient confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Ils avaient confondu ma générosité avec de la bêtise. C'était une erreur qu'ils allaient regretter. Le lendemain matin, je me suis levée avant le soleil. Je suis allée à la fenêtre du salon. Le SUV blanc était garé à sa place habituelle, brillant dans la lumière de l'aube. Un rappel constant et silencieux de leur trahison. Mais cette fois, au lieu de ressentir de la douleur, j'ai senti une froide montée de détermination. J'ai fait mon café. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai de nouveau étalé le relevé de compte. J'ai étudié chaque ligne, chaque chiffre, chaque détail de la transaction frauduleuse. Puis, j'ai pris mon téléphone. Il était temps d'arrêter de ressentir et de commencer à agir. Mon premier appel a été pour la banque. Je n'ai pas demandé un conseiller client. J'ai demandé à parler directement au directeur de l'agence. J'ai de nouveau expliqué la situation. Mais cette fois ma voix était différente. Il n'y avait aucun tremblement. Aucune incertitude. J'étais calme. Factuelle et ferme. Je voulais comprendre mes droits exacts en tant que titulaire du compte dont l'identité avait été compromise. Le directeur, un homme nommé Monsieur Henderson, a été beaucoup plus utile que l'employé du centre d'appel. Il a expliqué le processus pour contester les débits frauduleux et lancer une enquête. Il a confirmé que puisque le prêt était uniquement à mon nom, j'étais la seule propriétaire légale du véhicule. La carte grise était à mon nom. La dette était à mon nom. Et donc, les droits étaient à mon nom. Mon deuxième appel a été pour un avocat spécialisé en droit de la famille. Un homme nommé Maître Klein, qui m'avait aidé avec le testament de David il y a des années. J'ai formulé mes questions de manière hypothétique, ne voulant pas encore donner de nom. J'ai posé des questions sur les ramifications légales de l'utilisation des informations d'un membre de la famille pour obtenir un prêt. Maître Klein a été direct. Légalement, Éléonore, c'est de la fraude et une usurpation d'identité. C'est un délit. La personne qui a fait ça pourrait encourir une peine de prison sérieuse. Ces mots m'ont glacé le sang, mais ils m'ont aussi armé du poids de la loi. Je n'étais pas seulement une mère lésée. J'étais la victime d'un crime. Mon troisième appel a été pour un concessionnaire automobile local, l'un des plus grands de la région. Je n'ai pas appelé le service des ventes. J'ai appelé le responsable des rachats de véhicules d'occasion. J'ai décrit le SUV marque, modèle, année, état et j'ai demandé quelle était leur procédure pour acheter un véhicule directement à un particulier. L'homme était enthousiaste. Un SUV de luxe récent avec peu de kilomètres était un article très demandé. Il m'a donné une estimation qui m'a coupé le souffle. Il a expliqué que tout ce dont ils auraient besoin était la carte grise, un certificat de cession et la signature du propriétaire. La signature du propriétaire. Ma signature. Alors que je terminais mon appel, j'ai entendu le grondement familier de la vieille berline de Marc s'arrêter dehors. Il déposait Chloé avant d'aller au travail. Il a klaxonné et m'a fait un signe de la main à travers la fenêtre de la cuisine. Ce sourire familier et faux plaqué sur son visage.
Je lui ai répondu d'un signe de la main. Mon propre sourire étant maintenant une arme soigneusement conçue. Ce n'était plus un sourire de naïveté. C'était le sourire d'une femme qui reprenait lentement et méthodiquement le contrôle. Quelques minutes plus tard, Chloé est entrée pour son café matinal habituel. C'était un rituel que j'avais toujours chéri. Un moment calme juste pour nous deux. Mais ce matin-là, chacun de ses mots sonnait creux. Chaque geste était un mensonge. « Comment vas-tu aujourd'hui, maman ?» a-t-elle demandé, versant de la crème dans sa tasse. « Tu avais l'air inquiète hier. »« Je vais bien, ma chérie, » dis-je, la regardant remuer le sucre dans son café. « Je réfléchis juste à la vie. »« Tu réfléchis à quoi ?» Je l'ai regardée. Ma belle-fille de 42 ans que j'aimais plus que la vie elle-même. Et qui me trahissait si nonchalamment. Juste à la façon dont les choses changent. Dis-je, testant le terrain. Comment les gens changent. Elle a ri. Ce rire léger et dédaigneux. Tu deviens philosophe, maman. Ça vient avec l'âge. Avec l'âge. Comme si mes pensées, mes sentiments, mon identité même n'étaient que des symptômes de sénilité. Comme si à 68 ans, je n'avais plus le droit de réfléchir profondément à ma propre vie. C'était condescendant. Et pour la première fois, j'ai laissé la piqûre de cette remarque m'atteindre. Chloé, dis-je, ma voix égale. Est-ce que vous vous en sortez financièrement? Vous n'avez pas de difficultés? N'est-ce pas? Elle a levé les yeux. Une lueur de surprise dans son regard. Pourquoi tu demandes ça? Juste la curiosité d'une mère. Parfois, je m'inquiète pour vous deux avec toutes les dépenses. Oh, maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour nous, dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Marc s'en sort très bien au travail. En fait, il a dit qu'il pourrait y avoir une autre prime à la fin de l'année. Mensonge sur mensonge. Il ne suffisait pas d'utiliser mon nom pour acheter la voiture. Il devait inventer tout un récit de promotion et de primes pour justifier un style de vie qu'il finançait avec ma retraite. C'est une bonne nouvelle? Répondis-je, gardant ma voix neutre. Je suis contente que vous prospériez. Puis elle a retourné la situation. Et toi, maman? Comment vont tes finances? Tu t'en sors avec ta retraite? La question m'a prise au dépourvu. Était-elle en train de sonder? De suspecter que j'avais découvert? Ou était-ce juste une conversation anodine? L'ultime démonstration de son hypocrisie inconsciente? Je me débrouille, dis-je prudemment. Il ne reste pas grand-chose. Mais je peux couvrir l'essentiel. Eh bien, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Marc et moi, on peut toujours aider. Aider. Elle a dit ça comme si elle ne siphonnait pas déjà des centaines d'euros de mon compte chaque mois. Elle a offert d'aider. Comme si l'argent qui disparaissait de mon compte était invisible pour elle. Une transaction fantôme dans un monde où seuls ses besoins étaient réels. L'audace de la chose était à couper le souffle. Après son départ, je suis restée seule dans la cuisine silencieuse, terminant mon café. Pensait-il vraiment que j'étais si stupide? Pensait-il qu'une femme de 68 ans était incapable de lire un relevé de compte? Incapable de passer un appel téléphonique? Incapable de se défendre? Ils avaient complètement sous-estimé la personne que j'étais devenue après 5 ans de vie seule. De prise de mes propres décisions. De survie à mon propre deuil. J'avais été une veuve. Pas une invalide. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient tous sortis,
J'ai traversé la rue et j'ai regardé le SUV de près. Je devais admettre que c'était une machine magnifique. Intérieur en cuir beige. Jantes chromées. Un tableau de bord numérique qui ressemblait au cockpit d'un vaisseau spatial. Le genre de voiture que je n'avais jamais même rêvé de posséder. Mais que je payais néanmoins. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai pris plusieurs photos sous différents angles. Puis j'ai noté le numéro d'immatriculation et le numéro de série que je pouvais voir à travers le pare-brise. Je suis rentré. J'avais des recherches à faire en ligne. D'autres appels à passer. Des plans à finaliser. Si Chloé et Marc pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser comme leur distributeur de billets impuissant et âgé, ils se trompaient. S'ils pensaient que j'accepterais passivement cette situation, ils se trompaient profondément. J'avais passé des décennies à être généreuse, à être compréhensive, à être la mère et la belle-mère parfaite. Mais la générosité forcée n'est pas de la générosité. C'est de l'exploitation. Et j'en avais fini d'être exploitée. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, un sourire calme s'est formé sur mon visage. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, je me sentais en contrôle de ma propre vie. Ils avaient fait une erreur cruciale en me sous-estimant. Et maintenant ils allaient découvrir que la femme calme et gentille qu'ils connaissaient avait aussi une colonne vertébrale en acier dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence. La voiture continuait de trôner dehors, brillant sous le lampadaire. Mais maintenant, chaque fois que je la regardais, je ne ressentais plus de désespoir ou de tristesse. Je ressentais une détermination froide et calculée. Ils voulaient jouer à ce jeu de tromperie. Ils allaient découvrir que je pouvais y jouer beaucoup. Beaucoup mieux. Et contrairement à eux, je n'avais pas besoin de mentir pour gagner. Les semaines suivantes furent une masterclass de maîtrise de soi. Chaque fois qu'une alerte de ma banque apparaissait sur mon téléphone, signalant un autre achat sur la carte de crédit secrète ou un autre retrait que je n'avais pas autorisé, c'était comme un nouveau coup de poignard. Le paiement automatique pour la voiture était dû le 15. Je regardais la date approcher sur le calendrier comme une bombe à retardement. Pendant que j'étais au supermarché, utilisant soigneusement des coupons et choisissant les articles de marque distributeur, j'imaginais Chloé dans une boutique, passant la carte de crédit à mon nom. Pendant que je baissais mon thermostat pour économiser sur la facture de chauffage, j'imaginais Marc faisant le plein du réservoir massif du SUV. Un coup que je couvrais indirectement. Ils continuaient d'agir comme si de rien n'était. Leur comportement une performance surréaliste de normalité. En fait, leurs demandes d'argent sont devenues encore plus audacieuses. Un jeudi matin, Marc s'est présenté à ma porte avec ce sourire charmant et étudié. « Éléonore, pourrais-je vous déranger pour un petit prêt ? Juste 300 €. La carte de crédit est au maximum. Et nous devons faire quelques courses pour la maison. 300 €. En plus des 850 € pour le paiement de la voiture. En plus des montants inconnus débités sur la carte de crédit. En plus des cadeaux coûteux que j'achetais pour Léo. En plus des innombrables autres fois où j'avais aidé. Et il avait encore le culot de demander plus. Comme si j'étais une source magique et auto-renouvelable d'argent liquide. Bien sûr. Marc, répondis-je. Mon propre sourire étant maintenant un masque bien rodé. Laissez-moi prendre mon sac à main. Je lui ai tendu les billets et les regardai ranger l'argent dans son portefeuille avec l'air désinvolte de quelqu'un qui prend ce qui lui revient de droit. Il n'y a pas eu de remerciement effusif. Pas de « tu me sauves la vie ». Pas même une vague promesse de remboursement. Pour lui, mon argent était un droit acquis. Au fait, dit-il, se tournant déjà vers la porte. J'ai un petit problème avec le carburant. Les prix de l'essence sont fous. Et je dépense une fortune pour mes trajets.
Pensez-vous que vous pourriez peut-être aider avec, disons, une centaine par semaine pour l'essence? 100 € par semaine. 400 € par mois. Juste pour le carburant. Pour la voiture que je payais déjà. J'ai failli rire de l'audace pure. Mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Je vais réfléchir à votre demande. Marc, dis-je calmement. J'en parlerai à Chloé. Quand il est parti, je suis restée dans le salon, regardant par la fenêtre la voiture qui me coûtait une fortune. Il m'a fait un signe de la main avant de monter dedans. Ce signe mécanique et exemplaire de gendre. Mais maintenant, je voyais le geste pour ce qu'il était vraiment, une performance pour maintenir les apparences pendant qu'il me saignait systématiquement à blanc. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis assise à ma table de cuisine avec les relevés de compte des 2 dernières années et une calculatrice. J'ai commencé à tout additionner. Les prêts, pour des urgences qui n'ont jamais été remboursés. Les gros chèques que j'avais faits pour des réparations à la maison, ou des factures imprévues. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement malade. Au cours des 24 derniers mois, j'avais donné à Chloé et Marc plus de 15 000 €. 15 000 € qui s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Pour ne plus jamais être mentionnés. Je me souvenais de chaque occasion avec une clarté douloureuse. Les 2 000 € dont Chloé avait besoin pour un cours de cosmétologie, qui allait changer sa vie, qu'elle a abandonné après 3 semaines. Les 3 000 que Marc a empruntés pour investir dans une opportunité commerciale, unique, dont on n'a plus jamais parlé. Les 5 000 dont ils avaient besoin pour refaire la cuisine. Qu'ils ont en fait dépensé pour des vacances à la plage qu'ils ont fièrement affichées sur tous les réseaux sociaux. Et maintenant, en plus de cette histoire de parasitisme financier, ils avaient utilisé mon nom pour financer une voiture de 75 000 €. L'ampleur de leur sentiment de droit était stupéfiante. Le vendredi, Chloé est venue déjeuner, comme elle le faisait souvent. C'était un rituel que j'avais toujours chéri. Une petite île de connexion dans ma semaine tranquille. Mais maintenant, la voir assise à ma table, utilisant l'argenterie que j'avais héritée de ma propre mère, mangeant la nourriture que j'avais préparée, tout semblait contaminé. C'était comme regarder une pièce de théâtre où j'étais la seule à savoir que les acteurs étaient des menteurs. Maman, tu agis si bizarrement ces derniers temps, dit-elle, poussant une feuille de laitue dans son assiette. Tu es sûre que tout va bien? Pas de problème de santé? Je vais parfaitement bien. Ma chérie. Pourquoi tu demandes? Répondis-je. Ma voix à un lac placide sous lequel une tempête faisait rage. Je ne sais pas. Tu es juste plus silencieuse. Moins présente. Moins présente. Elle se plaignait que j'étais moins présente après avoir découvert qu'elle avait commis une fraude à mon nom. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Je réfléchis juste à la vie. Chloé. Je réfléchis au choix que j'ai fait. Quel choix? Demanda-t-elle, avec une pointe d'impatience dans le ton. Je l'ai regardée. Ma fille de 42 ans. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu la petite de 5 ans qui se cachait derrière mes jambes quand elle avait peur. Je me suis souvenu de toutes les nuits où j'étais restée éveillée avec elle quand elle était malade. De tous les week-ends où j'avais fait des heures supplémentaires pour acheter les jouets qu'elle voulait. De tous mes propres petits rêves que j'avais mis de côté pour financer les siens. Des choix concernant la famille. Dis-je lentement. La générosité. Les limites. Elle a froncé les sourcils. Maman. Tu parles par énigme. Il s'est passé quelque chose de spécifique? C'était l'ouverture parfaite. J'aurais pu jeter les imprimés de la banque sur la table à ce moment-là. J'aurais pu exiger une réponse. Mais quelque chose me retenait encore.
Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une curiosité froide et calculée. Je voulais connaître toute l'étendue de leur tromperie. J'avais appris que l'information était le pouvoir. Et j'avais besoin d'avoir tous les faits avant de passer à l'action. Rien de spécifique. Ma chérie. Juste les réflexions d'une femme de 68 ans. Elle a ri. Un son qui me frappait maintenant comme profondément condescendant. Tu deviens si philosophe? Maman. Fais attention de ne pas déprimer. Si tu veux. Je peux te prendre rendez-vous avec un thérapeute. Marc en connaît un très bon. Un thérapeute. Elle suggérait que mon changement de comportement était un problème de santé mentale. Pas la réaction naturelle d'une personne qui avait découvert qu'elle était systématiquement volée par sa propre famille. Elle voulait pathologiser ma prise de conscience. Étiqueter ma clarté comme de la confusion. C'était une tactique de manipulateur classique, si vous ne pouvez pas contrôler la situation. Essayez de convaincre l'autre personne qu'elle est folle. Ce ne sera pas nécessaire? Ma chérie. Je vais bien. Pendant que nous faisions la vaisselle ensemble après le déjeuner, Chloé a commencé à parler de leur plan pour le voyage à Disney. Cela devenait plus concret. Ils avaient cherché des hôtels, des billets pour les parcs, des petits déjeuners avec les personnages. Léo comptait les jours. Ça va être inoubliable, dit-elle, ses yeux brillants alors qu'elle séchait un verre. Léo mérite de voir le monde, d'avoir des expériences que nous n'avons jamais eues à son âge. Des expériences que nous n'avons jamais eues. Elle avait raison sur ce point. Quand Chloé avait 16 ans, je cumulais 2 emplois pour économiser pour ses études. Il n'y avait pas d'argent pour des voyages internationaux. Il y avait à peine de l'argent pour un film le samedi soir. Mais je n'avais jamais regretté ces sacrifices. Je les avais faits volontairement. Le cœur plein. Pour son avenir. Maintenant, elle offrait à son fils les expériences que je ne pouvais pas lui donner. Mais elle le faisait avec mon argent. Sans me le demander. Sans m'inclure. Sans même reconnaître ma contribution involontaire. C'est important. Acquiescer-je. Ma voix soigneusement neutre. Les expériences façonnent nos vies. Exactement. C'est pour ça que Marc travaille si dur. Il veut donner le meilleur à sa famille. Marc travaille si dur. Le mensonge était répété avec une telle facilité. Un tel naturel. Que pendant une fraction de seconde. J'ai presque cru. Marc, qui avait utilisé mon bon crédit parce qu'il ne pouvait pas obtenir le prêt seul. Marc, qui conduisait chaque jour une voiture financée à mon nom. Marc, qui avait l'audace de me demander de l'argent pour l'essence. Ce Marc-là. Cette nuit-là. Après son départ, je suis restée dans le salon, regardant les photos de famille disposées sur la cheminée. Des photos de chaque étape de la vie de Chloé, un bébé potelé, une enfant aux dents de lait, une adolescente rebelle, une mariée radieuse. Sur beaucoup d'entre elles, j'étais là à ses côtés. Toujours souriante. Toujours fière. J'ai pris sa photo de mariage. J'étais debout à côté d'elle, portant une robe bleu poudrée que je m'étais offerte pour l'occasion. Rayonnante de bonheur. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais contribué à ce mariage. Pas seulement la robe, mais un chèque substantiel pour la réception. Le robot de cuisine coûteux qu'ils avaient mis sur leur liste. Une contribution généreuse à leur fonds de lune de miel. Tout donné avec amour. Tout venant du cœur. Marc était aussi sur la photo. Jeune et beau. Son bras autour de ma fille. Le jour de leur mariage, il m'avait serré dans ses bras et m'avait dit qu'il ne gagnait pas seulement une femme, mais une seconde mère. Il a dit que je pouvais compter sur lui pour n'importe quoi.
De belles promesses qui s'étaient évaporées comme de la brume au fil des ans. J'ai pris une autre photo. Celle de Léo. Âgé d'environ 5 ans. Assis sur mes genoux. Nous sourions tous les deux à l'appareil photo. Je me suis souvenu de tous les week-ends où je l'avais gardé pour que Chloé et Marc puissent faire une pause. De toutes les nuits où il avait dormi chez moi quand il voyageait. De tous les cadeaux que j'avais achetés. Des rendez-vous chez le médecin où je l'avais emmené. Des devoirs avec lesquels je l'avais aidé. Même Léo, qui avait toujours été si affectueux, commençait à changer. Ce n'était pas de la malveillance de sa part. C'était simplement un reflet de l'environnement dans lequel il vivait. Quand les parents traitent la grand-mère comme une commodité, les enfants apprennent à faire de même. La semaine suivante, j'ai décidé de faire une série de tests. Le lundi, j'ai appelé Chloé. Ma chérie, dis-je, mettant une légère tension dans ma voix. Mon dos me fait vraiment souffrir. J'ai un rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Mais je ne me sens vraiment pas de conduire. L'un de vous pourrait-il m'emmener? Il y a eu une pause. Oh. Maman. C'est dommage. Aujourd'hui. C'est tout simplement impossible pour moi. J'ai des réunions qui s'enchaînent. Et Marc est débordé au travail. Tu ne peux pas simplement appeler un Uber? Un Uber. Pour une visite chez le médecin à 80 €. Elle me suggérait de dépenser 20 ou 30 € de plus en transport, plutôt que de conduire sa propre mère. La mère qui finançait sa voiture de luxe. Je suppose que je peux. Ma chérie. Ne t'inquiète pas. Super. Dis-moi si c'est quelque chose de sérieux. D'accord? Si c'est quelque chose de sérieux. Comme si la santé d'une femme de 68 ans était un inconvénient mineur. Ne méritant son attention que si cela devenait une crise qui pourrait affecter ma capacité à continuer à leur être utile. Le lendemain, j'ai fait un autre test. J'ai appelé pour dire que j'avais une urgence de plomberie. Qu'un tuyau avait éclaté sous l'évier et que l'eau fuyait partout. J'avais besoin d'aide. D'urgence. La réponse a été similaire. Marc était super occupé. Chloé avait des engagements incontournables. Ils m'ont suggéré d'appeler un plombier. Comme si les 1000 € pour une réparation d'urgence étaient de l'argent de poche pour une retraitée. Mais la semaine suivante, quand Chloé a appelé pour demander si je pouvais garder Léo tout le week-end parce qu'ils allaient à une retraite spa en couple. Bien sûr. On s'attendait à ce que je sois disponible. Quand Marc s'est présenté en demandant un autre prêt pour une autre urgence. Bien sûr. On s'attendait à ce que je sois compréhensive et généreuse. Le schéma était limpide. J'existais pour résoudre leurs problèmes. Mais ils n'existaient pas pour résoudre les miens. J'étais une babysitter gratuite. Une banque privée. Une ligne d'assistance émotionnelle. Mais quand j'avais besoin d'un transport, d'un coup de main, ou simplement d'un peu de leur temps, il y avait toujours des excuses urgentes et incontournables. La prise de conscience ne faisait pas seulement mal. Elle clarifiait les choses avec une lumière froide et dure. J'avais été une mère dévouée. Une belle-mère accueillante. Une grand-mère présente. J'avais tout donné à cette famille. En retour, ils me voyaient non pas comme une personne, mais comme une extension d'eux-mêmes. Une ressource qui existait pour servir leurs besoins. Le pire, c'était de réaliser que cette dynamique n'avait pas commencé avec la voiture. Elle s'était construite pendant des années. Une lente érosion des limites. Une petite concession à la fois. J'avais pensé être généreuse. En réalité, je leur avais appris à me manquer de respect. Le mardi, Sophie est venue prendre le café et a apporté des nouvelles inquiétantes. Elle avait croisé une de nos anciennes voisines.
Une femme nommée Carole qui travaillait maintenant comme guichetière à ma banque. Éléonore, dit Sophie en baissant la voix. Carole m'a dit quelque chose d'inquiétant. Elle a dit qu'elle avait remarqué une activité inhabituelle sur ton compte ces derniers mois. Elle n'a pas pu me donner de détails à cause des règles de confidentialité. Mais elle a dit que si c'était elle, elle serait préoccupée. Mon cœur s'est accéléré. Pourrait-il y avoir plus? D'autres choses que je n'avais pas encore découvertes? D'autres combines que Chloé et Marc avaient concoctées en utilisant mon nom? A-t-elle dit autre chose? Demandai-je. La voix tendue. Juste que je devrais te suggérer d'aller à la banque en personne et de demander un relevé complet et détaillé des 6 derniers mois. Elle a dit. Elle a dit que parfois, les personnes âgées ne réalisent pas quand quelqu'un abuse de leur confiance. Personnes âgées. Le mot me dérangeait. Pas à cause de l'âge lui-même, mais à cause de l'implication de vulnérabilité, de naïveté, d'être quelqu'un qu'on pouvait facilement tromper. Est-ce que c'est comme ça que tout le monde me voyait? Comme une gentille vieille dame qui ne remarquerait pas qu'on la volait aveuglément? Je vais à la banque demain. Décidai-je. Ma voix dure comme de la pierre. Je veux voir chaque centime. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit s'emballait, imaginant quelles autres trahisons je pourrais découvrir. Avait-il contracté d'autres prêts? D'autres cartes de crédit? Ma confiance en eux était si complètement brisée que tout semblait maintenant possible. Le lendemain matin, j'étais à la banque dès l'ouverture. J'ai demandé à parler à Monsieur Henderson, le directeur. J'ai demandé une impression complète de toutes les transactions liées à mon numéro de sécurité sociale des 2 dernières années. Chaque prélèvement. Chaque paiement automatique. Chaque ligne de crédit. Il m'a conduite dans un petit bureau privé et est revenu quelques minutes plus tard avec une épaisse liasse de papier. Je suis restée assise là pendant près d'1 heure, lisant les documents page par page. Ce que j'ai trouvé m'a fait flancher les jambes. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. En plus du prêt auto, il y avait une carte de crédit. Une carte à plafond élevée à mon nom. Mais avec Chloé comme utilisatrice autorisée. Les relevés étaient une feuille de route de leurs mensonges luxueux. Il y avait des frais pour des dîners coûteux dans des restaurants du centre-ville où je n'étais jamais allée. Des achats dans des magasins de vêtements haut de gamme. Des billets de concert et un prélèvement mensuel récurrent pour un forfait de téléphonie mobile familiale premium. Les dépenses s'élevaient en moyenne à près de 2 000 € par mois. Et il y avait plus. Un prélèvement pour une mutuelle santé familiale haut de gamme. Une mutuelle qui couvrait non seulement Chloé et Marc, mais aussi Léo. Elle coûtait plus de 600 € par mois. Ma propre mutuelle coûtait moins d'un tiers de cela. J'ai fait le calcul. Ma main tremblant tellement que les chiffres étaient à peine lisibles. Le paiement de la voiture, 850 €. La carte de crédit, en moyenne 2 000 €. La mutuelle, 600 €. Il me pompait plus de 3 000 € par mois. Mon revenu total était d'un peu plus de 3 200 €. Ils vivaient avec mon argent, pendant que je survivais avec les miettes qu'ils laissaient derrière eux. Monsieur Henderson était assis en face de moi. Son expression un mélange de pitié et de gêne professionnelle. Il était évident pour lui ce qui se passait, mais il devait être délicat. Madame Dubois, dit-il doucement. Avez-vous autorisé tous ces comptes? Êtes-vous au courant de tous ces produits? Je n'ai rien autorisé de tout cela, répondis-je. Ma voix dangereusement calme. Je veux contester chaque transaction et tout annuler immédiatement. Je comprends, dit-il. Je vais lancer le processus d'enquête pour fraude. Mais vous devez savoir que cela pourrait causer quelques frictions familiales. Car les comptes semblent être utilisés par des personnes proches de vous. Friction familiale.
Comme si la famille n'était pas déjà fracturée au-delà de toute réparation par la trahison et la tromperie. Ce n'est pas un problème. Dis-je. Ma voix comme de la glace. Je veux que tout soit annulé. Aujourd'hui. Je suis sortie de la banque avec une lourde mallette pleine de documents et un étrange vide dans la poitrine. Ce n'était plus de la colère? Pas exactement. C'était une clarté froide et désolée. Maintenant, je connaissais toute l'étendue de la trahison. Ce n'était pas un simple acte de désespoir. C'était une campagne calculée et à long terme pour me vider financièrement. Quand je suis rentrée chez moi, le SUV blanc nacré était garé à sa place habituelle, brillant sous le soleil de midi. Marc avait probablement emmené Chloé déjeuner dans un bon restaurant, utilisant ma carte de crédit pour payer l'addition, bavardant joyeusement de l'avenir que je finançais à mon insu. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai ouvert la mallette. J'ai étalé les documents sur la table basse. La preuve de leur cupidité. J'ai étudié chaque relevé, chaque débit, chaque signature qui n'était pas la mienne. Je devais comprendre la situation parfaitement avant de faire mon dernier mouvement. Car une chose était devenue irrévocablement claire. Je n'étais plus la femme généreuse et naïve qu'il pensait connaître. J'étais une femme de 68 ans qui venait de découvrir sa propre force. Et j'étais sur le point de l'utiliser. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le brouillard de chagrin et de choc s'était dissipé, laissant derrière lui un paysage froid et dur de détermination. J'ai fait mon café dans la cuisine silencieuse. Je me suis assise à la table avec tous les documents de la banque étalés devant moi. Et j'ai commencé à planifier méticuleusement chaque étape. Si Chloé et Marc pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser comme une vieille femme sans défense, ils allaient découvrir qu'ils avaient profondément sous-estimé la femme que j'étais devenue. J'ai attendu. La patience, avais-je appris, était une forme de pouvoir. J'ai attendu que Marc parte au travail dans la voiture que je payais. J'ai attendu que Chloé conduise Léo à l'école. À 8h30, quand j'étais certaine qu'ils étaient tous les deux occupés par leur routine, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé la première phase de ma contre-offensive. Le premier appel fut de nouveau pour Monsieur Henderson à la banque. Je parlais avec une autorité calme qui me surprit moi-même. Monsieur Henderson? C'est Éléonore Dubois. Je confirme formellement ma demande d'hier. Je veux que tous les prélèvements automatiques non autorisés soient annulés immédiatement. Le financement de la voiture. Le compte de la carte de crédit. La mutuelle santé premium. Je veux que tout soit arrêté aujourd'hui. Il était préparé à mon appel. Bien sûr. Madame Dubois. J'ai déjà lancé le processus. Les annulations prendront effet dans les 48 heures. Le compte de la carte de crédit a déjà été gelé. Vous recevrez une confirmation écrite par courrier. Merci. Dis-je. Une dernière chose. Veuillez confirmer qu'en tant que seul nom sur le prêt du véhicule, la carte grise est légalement et exclusivement la mienne. C'est exact. Confirma-t-il. Vous êtes la propriétaire légale du véhicule. Le deuxième appel fut pour le responsable des rachats au concessionnaire, l'homme à qui j'avais parlé quelques jours auparavant. Je lui ai dit que j'étais prête à aller de l'avant. Je dois vendre le véhicule d'urgence en raison d'une crise financière familiale. Expliquai-je. L'ironie de mes mots ne m'échappant pas. Je suis la propriétaire légale et j'ai la carte grise. Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour l'expertiser aujourd'hui? Il fut plus qu'heureux d'obtempérer. Un véhicule de grande valeur d'un vendeur motivé était une opportunité en or. Il promit d'avoir un expert chez moi dans les 2 heures. Ils avaient un programme pour ce genre de situation? Expliqua-t-il. Où il pouvait faire une offre et finaliser toute la transaction, y compris le paiement et l'enlèvement du véhicule.
Le jour même. Le propriétaire doit juste être présent avec la carte grise et une pièce d'identité valide pour signer les papiers, dit-il. Parfait. Chloé et Marc avaient la possession de la voiture, mais je détenais le pouvoir de la propriété. Le troisième appel fut le plus difficile émotionnellement, mais nécessaire. J'ai de nouveau appelé Maître Klein, l'avocat. Cette fois, je n'ai pas parlé en hypothèse. Je lui ai raconté toute l'histoire sordide, ma voix stable et factuelle. L'utilisation abusive de mes documents, les prêts non autorisés, l'exploitation systématique de mes finances. Maître Klein a écouté en silence, ses seules interruptions étant quelques questions techniques et pointues. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Éléonore, dit-il enfin, sa voix grave. Ce que vous décrivez est un cas clair d'abus financier de personnes âgées et d'usurpation d'identité. C'est un crime grave. Vous avez tout à fait le droit non seulement d'annuler tout cela, mais aussi de porter plainte. Je ne veux pas porter plainte, Maître Klein, dis-je. La pensée de voir ma propre fille dans un tribunal me noue en l'estomac. C'est ma famille. Je veux juste qu'ils arrêtent de m'utiliser. Je veux récupérer ma vie. Je comprends, dit-il. Mais vous devez vous protéger. Documentez tout. Gardez des copies de chaque relevé, de chaque avis d'annulation, de chaque correspondance. S'ils essaient de contester cela ou de vous causer des ennuis, vous devrez prouver que vous avez agi dans le respect de vos droits en tant que victime de leur fraude. J'ai passé le reste de la matinée à organiser un dossier épais. C'était mon trésor de guerre. Des copies des relevés de banque avec les débits frauduleux surlignés. Les numéros de protocole de mes appels avec la banque. Les notes de ma conversation avec l'avocat. S'ils voulaient jouer à un jeu de paperasse, je leur montrerai comment une femme de 68 ans organisée s'y prend. Vers midi. Alors que l'expert du concessionnaire terminait son inspection du SUV, Chloé est arrivée pour sa visite de déjeuner désormais redoutée. J'ai vu sa voiture arriver et j'ai rapidement conduit l'expert sur le côté de la maison pour finaliser les chiffres. Hors de sa vue. Je l'ai regardé entrer dans ma cuisine avec son assurance désinvolte habituelle, m'embrassant sur la joue. Complètement inconsciente du fait que les fondations de sa vie confortable étaient en train d'être démantelées à quelques mètres de là. Comment s'est passée ta matinée, maman? Demanda-t-elle en se versant un verre de thé glacé. Productive? Ma chérie. Dis-je. Mon cœur battant la chamade mais ma voix sereine. Je réglais juste quelques détails financiers. Quel genre de détails? Demanda-t-elle. Une lueur de quelque chose curiosité? Suspicion? Dans ses yeux. Je lui ai adressé un sourire placide. Oh. Tu sais. Des trucs de retraité. Organiser mes comptes. Mieux comprendre où va mon argent. Elle a ri de ce rire condescendant à nouveau. Tu deviens si organisée ces derniers temps. C'est bien. Si seulement elle savait à quel point j'étais en train de devenir organisée. Si seulement elle savait qu'à ce moment précis, les paiements automatiques qui soutenaient son style de vie étaient systématiquement arrêtés. Un par un. Chloé. Dis-je. Décidant de sonder une dernière fois. Est-ce que Marc et toi êtes heureux dans votre vie? Bien sûr. Maman. Pourquoi poses-tu une question si étrange? Pour rien. C'est juste que vous semblez vivre si bien. La nouvelle voiture. Les projets pour Disney. Ça fait beaucoup. Eh bien. Comme je l'ai dit. Marc travaille très dur pour offrir le meilleur à sa famille. Récita TL. La phrase familière sonnant maintenant mécanique et absurde. C'est un mari et un père dévoué.
Un mari et un père dévoués qui utilisaient l'identité de sa belle-mère pour financer une vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Une définition intéressante du dévouement. Et vous n'avez jamais pensé à être plus indépendant financièrement? Pressez-je doucement. Ne pas avoir à compter sur une aide extérieure? Elle me regarda avec une expression sincèrement confuse. Quelle aide extérieure? Maman? Le culot de la chose était stupéfiant. Des milliers d'euros par mois s'écoulant de mon compte vers le sien? Et elle avait l'audace de demander, quelle aide extérieure? Comme si elle était une adulte complètement autonome. Rien de spécifique. Ma chérie, dis-je en me détournant pour cacher l'expression de mon visage. Je pense juste qu'il est important pour les couples d'avoir leur propre autonomie financière. Oh. Je suis d'accord, dit-elle vivement. Marc le dit toujours. Il insiste pour que nous soyons indépendants. Indépendants. Tout en utilisant mon argent pour payer leur voiture, leurs factures de carte de crédit et leur mutuelle. Leur capacité à tordre la réalité pour l'adapter à leur récit était presque une forme d'art. Après le déjeuner, pendant que nous faisions la vaisselle, Chloé a commencé à parler de Léo. Comment il devenait un jeune homme si responsable, obtenant de bonnes notes. Elle a parlé de son avenir, de l'université qu'il voulait intégrer, et de la façon dont il économisait assidûment pour lui assurer une bonne éducation. C'est notre priorité numéro 1, dit-elle en séchant un verre. Marc envisage même de prendre un deuxième emploi pour s'assurer que Léo ait toutes les opportunités. Un deuxième emploi. Alors qu'il me volait activement pour financer son premier. L'hypocrisie était si profonde qu'elle en était presque comique. C'est bien que vous pensiez à l'avenir de Léo, dis-je. La voix plate. Une mère ferait n'importe quel sacrifice pour ses enfants. N'est-ce pas? Je la regardai droit dans les yeux en disant cela. Pendant une fraction de seconde, je vis une lueur de malaise dans son regard avant qu'elle ne soit rapidement masquée par un sourire. Après son départ, je suis restée seule dans la cuisine. Le silence, un soulagement bienvenu. Le naturel avec lequel elle mentait était troublant. Ce n'était pas seulement de l'évasion ou des demi-vérités. C'était une réalité élaborée et construite. Une fiction dans laquelle ils avaient tous deux accepté de vivre. Et ils s'attendaient à ce que j'y vive aussi. Plus tard dans l'après-midi, Marc est apparu. Il avait besoin de plus d'argent. Cette fois, l'excuse était une rénovation urgente de la salle de bain. Une fuite majeure avait été découverte derrière le mur, prétendait-il. Et s'il ne la réparait pas immédiatement, cela pourrait causer des dommages structurels. Il avait besoin de 800 € pour le plombier et les matériaux. Éléonore, c'est une véritable urgence, dit-il. Son visage un masque de panique fabriqué. Nous devons régler ça tout de suite. 800 €. En plus des milliers déjà prélevés sur mon compte. En plus du flot incessant de prêts jamais remboursés. Et il utilisait encore le mot urgence, comme si c'était la première fois qu'il demandait quelque chose. Bien sûr. Marc, dis-je. Ma voix douce comme de la soie. Laissez-moi prendre mon sac à main. Je lui ai tendu l'argent, observant attentivement sa réaction. Il n'y avait aucune surprise face à ma facile complaisance. Aucune gratitude excessive. Pas même un soupçon de gêne d'avoir à demander encore une fois. Pour lui, mon argent était une ressource naturelle, comme l'eau du robinet ou l'air à respirer. Alors qu'il partait, il s'arrêta à la porte. Oh. Et Éléonore? Ce problème de carburant dont nous avons parlé. Avez-vous eu l'occasion de réfléchir à une solution? Le problème de carburant. Pour la voiture que je finançais. La voiture qu'il conduisait tous les jours. La voiture pour laquelle
À ce moment même, j'avais une offre de vente signée dans un dossier dans ma chambre. Je réfléchis à une solution permanente à ce problème. Marc, dis-je. Mon sourire inébranlable. Super, dit-il. Soulagé. Les prix de l'essence ne cessent d'augmenter. Ça devient difficile d'entretenir la voiture. Difficile d'entretenir la voiture. La voiture pour laquelle il ne payait pas un seul centime. Le manque de conscience de soi était stupéfiant. Il se plaignait du coût de l'entretien d'un bien volé à la personne à qui il l'avait volé. Le jeudi. J'ai reçu un appel de Monsieur Henderson de la banque. Il a confirmé que toutes les annulations avaient été entièrement traitées. La société de financement de la voiture avait été informée que les paiements automatiques étaient arrêtés en raison d'une plainte pour fraude. La carte de crédit était désactivée. La police d'assurance maladie était résiliée. En moins de 72 heures, le monde confortable et subventionné de Chloé et Marc allait s'arrêter brutalement. Le vendredi matin fut le moment de vérité. Le concessionnaire a envoyé une dépanneuse à Plateau et un représentant avec un chèque de banque. L'offre était de 58 000 €. C'était moins que ce qui était dû sur le prêt. Mais le concessionnaire avait une branche de financement qui gérait la différence. Et le montant était suffisant pour effacer complètement la dette frauduleuse de mon nom. Plus important encore, cela me libérerait. Les papiers sont tous en ordre ? Dit le représentant. Un jeune homme poli nommé Kevin. Le véhicule est en excellent état. Nous pouvons conclure l'affaire maintenant ? Madame ? Si vous le souhaitez. Oui. Je le souhaite. Dis-je. Ma voix claire et stable. Faisons-le. Chloé et Marc étaient partis tôt. Il avait une réunion à l'autre bout de la ville. Et elle emmenait Léo pour une visite d'université. Le timing était parfait. En 1 heure, tous les papiers étaient signés. La carte grise était transférée. Et j'avais un reçu confirmant que le prêt avait été entièrement remboursé. Je me suis tenu à la fenêtre de mon salon et j'ai regardé le dépanneur treuiller expertement le SUV blanc nacré sur le plateau. C'était une belle voiture. Je devais l'admettre. Mais elle ne valait pas ma dignité. Elle ne valait pas ma tranquillité d'esprit. Elle ne valait pas l'humiliation d'être volée par mes propres enfants. À 17 heures. Le premier appel est arrivé. C'était Marc. Sa voix était tendue, avec une pointe de panique. Éléonore. La voiture a disparu. Elle n'est pas là où je l'ai garée ce matin. Avez-vous vu quelque chose ? Quelqu'un y a touché ? C'est étrange. Marc ? Dis-je. Ma voix une symphonie de calme innocence. Êtes-vous sûr que c'est là que vous l'avez laissé ? Certain. Je l'ai laissé juste devant votre maison. Comme toujours. J'appelle la police. Elle a dû être volée. Attendez un peu. Marc ? Dis-je. Laissant une pause réfléchie planer dans l'air. Avant d'impliquer la police ? Ne pensez-vous pas que vous devriez vérifier auprès de la société de financement ? Parfois. Ils reprennent les véhicules quand il y a des problèmes avec les paiements. Silence à l'autre bout du fil. Un long, lourd silence. Lourd d'une compréhension naissante. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, reliant les points. Quel genre de problème ? Éléonore ? Demanda-t-il enfin. Sa voix basse et dangereuse. Oh. Je ne sais pas. Dis-je. Ma voix légère et aérienne. Des problèmes comme des prêts non autorisés qui sont contestés. Des paiements automatiques qui sont annulés. Des enquêtes pour fraude bancaire. Un autre silence. Celui-ci encore plus profond. Puis. Une inspiration brusque et sifflante. Avez-vous
Avez-vous fait quelque chose? J'ai simplement exercé mes droits en tant que propriétaire légal du véhicule. Marc. Déclarai-je. Ma voix perdant toute sa fausse innocence et prenant le tranchant froid et dur de l'acier. Le véhicule qui était immatriculé à mon nom est financé avec mon identité volée. La ligne est devenue silencieuse. Il m'avait raccroché au nez. 15 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Chloé. Et elle criait. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était un hurlement. Un air à vif de panique et de fureur transmis par le téléphone. Marc vient de m'appeler. Il a dit que tu avais vendu la voiture. Ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai? Chloé. Dis-je. Ma propre voix en contraste frappant avec la sienne calme. Mesurée et inflexible. J'ai vendu ma voiture. Ta voiture? C'était notre voiture. C'est nous qui l'utilisions. Cria-t-elle. Ses mots se bousculant dans un torrent d'incrédulité. Elle a été financée à mon nom. Avec mon numéro de sécurité sociale? Mettant en péril ma retraite? Répliquai-je. Récitant les faits comme un mantra que j'avais pratiqué. Légalement. Chloé. Ça a toujours été ma voiture. Mais maman. Tu es devenue folle? Comment as-tu pu nous faire ça? Et nos projets? Et le voyage de Léo? Et le travail de Marc? La litanie de leurs besoins? De leurs projets? De leur vie? Il n'y avait aucune mention de moi. De mes finances. De ma sécurité. J'étais un personnage invisible dans le drame de leur vie. La machiniste silencieuse dont le travail était de s'assurer que les accessoires étaient en place. Et tes projets? Chloé? Demandai-je. Ma voix dangereusement calme. Les projets que tu as faits avec mon argent? Sans mon consentement? Le voyage que tu allais payer avec mes économies de retraite? Le travail auquel Marc ne pouvait même pas se rendre sans la voiture que je payais? Je laissai les questions flotter dans l'air. Chacune une petite accusation bien sentie. Mais maman? Balbutia-t-elle. Sa colère commençant à se transformer en désespoir. Nous sommes ta famille. On ne t'a pas demandé parce que. Parce qu'on savait que tu dirais oui. La logique était si tordue. Si profondément égoïste. Que j'en ai presque ri. Si tu étais si sûre que je dirais oui. Chloé. Alors pourquoi n'as-tu pas demandé? Silence. Le beau. Irréfutable silence d'un mensonge exposé à la lumière. Son raisonnement tordu s'était heurté à un mur de briques. Maman. Il faut qu'on en parle en personne? Dit-elle. Sa voix tombant à un murmure suppliant. C'est un terrible malentendu. Ce n'est pas un malentendu? Chloé. Dis-je. Ma voix aussi froide et claire qu'un matin d'hiver. C'est une conséquence. J'ai mis fin à l'appel. 2 heures plus tard, ils étaient à ma porte. Les yeux de Chloé étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Le visage de Marc était un masque marbré de rage contenue. Et Léo se tenait entre eux. Son expression un mélange douloureux de confusion et de peur. Il était le dommage collatéral innocent dans une guerre qu'il ne comprenait pas. Pour la première fois depuis des années? Peut-être de toute ma vie d'adulte en tant que mère? J'étais en contrôle de la situation. Ils étaient sur mon terrain. Cherchant quelque chose de moi. Et pour la première fois. La réponse était non. Je les ai laissés entrer mais ne leur ai pas offert de siège. Nous sommes restés dans l'entrée. L'air épais d'accusations non dites et d'années de ressentiment. Maman. Commença Chloé. La voix tremblante. S'il te plaît. Parlons-en calmement. Il doit y avoir une solution.
La solution est simple. Répliquai-je. La voix ferme. Vous allez arrêter d'utiliser mon nom et mon argent sans ma permission. Marc a explosé. La façade soigneusement construite du gendre charmant s'est désintégrée, révélant l'homme en colère et imbu de ses droits en dessous. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Éléonore. Nous avons des responsabilités. Nous avons un crédit immobilier. Comment suis-je censé aller au travail sans voiture? De la même manière que vous alliez au travail avant de commettre une fraude pour en avoir une. Marc. Dis-je. Mon regard inflexible. C'était un malentendu. Insista-t-il. La voix s'élevant. Nous pensions que vous auriez été d'accord. Vous pensiez que j'aurais été d'accord? Sans que je le sache? Demandai-je. Ma voix dégoulinant de sarcasme. C'est une théorie intéressante du consentement. Marc. Léo. Qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. Ses yeux étaient pleins de larmes. Et son visage était pâle. Mamie. Pourquoi tu as fait ça? Demanda-t-il. Sa jeune voix se brisant. Maintenant, on ne peut plus aller à Disney World. Mon cœur, qui m'avait semblé un bloc de glace, menaça de se briser. C'était un enfant. Il ne comprenait pas les complexités de la finance et de la trahison. Il comprenait seulement que son rêve lui avait été enlevé. C'était un coup bas. Qu'il l'ait briefé pour le dire ou non. Mais je ne pouvais pas laisser le chantage émotionnel fonctionner. Pas maintenant. Léo. Mon chéri. Dis-je. Ma voix s'adoucissant pour la première fois. Mamie n'a rien fait de mal. Je protégeais juste mon argent des gens qui l'utilisaient sans demander. Mais on est une famille. S'écria Chloé. Saisissant l'ouverture. Une famille s'entraide? Chloé. Elle ne se vole pas. Rétorquai-je. Ma voix se durcissant à nouveau. Une famille est bâtie sur la confiance et le respect. Vous avez pris une masse pour détruire les deux. Marc a tenté une dernière tactique désespérée. Éléonore. Écoutez. Si vous nous donnez l'argent de la vente, nous promettons que nous réglerons tout. Nous ferons un nouveau contrat. Nous vous rembourserons les mensualités. Nous arrangerons les choses. Je l'ai regardé. Son visage désespéré et marchandant. Et j'ai ressenti une pointe de pitié. Mais elle a été rapidement éteinte par le souvenir de son arrogance quelques jours auparavant, me demandant de l'argent pour l'essence d'une voiture qu'il avait volée. Marc. Il n'y a pas d'argent à vous donner. Le produit de la vente a servi à rembourser le prêt frauduleux que vous avez contracté à mon nom. Je n'ai pas une manne d'argent. J'ai juste ma dette effacée. Le peu qui restait à moi. De droit. La finalité dans ma voix a dû les frapper. La réalité de leur situation s'est enfin imposée. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas de négociation. Il n'y avait pas de solution facile. La voiture était partie. La carte de crédit était gelée. La mutuelle était annulée. Tout leur château de cartes financiers, construit sur les fondations de mon identité, s'était effondré. Ils sont restés encore 1 heure, leur tactique changeant dans une danse désespérée. Ils ont plaidé. Ils ont fait des menaces voilées sur la façon dont cela allait déchirer la famille. Ils ont essayé plus de chantage émotionnel impliquant Léo. Ils ont tenté de négocier, faisant des promesses que je savais qu'ils ne tiendraient jamais. Mais je suis resté inébranlable. J'étais un rocher. Une île contre laquelle leur vague de manipulation se brisait et se retirait. J'avais franchi une ligne dans mon propre esprit. Et je n'avais aucune intention de revenir en arrière. Quand ils ont finalement accepté la défaite et se sont tournés pour partir, Chloé s'est arrêtée à la porte. Elle m'a regardé.
Ses yeux remplis d'un mélange toxique de désespoir et de ressentiment. Tu as détruit notre famille? Maman. Non. Chloé. Dis-je. Ma voix fatiguée mais certaine. Tes mensonges ont détruit cette famille. Votre cupidité l'a détruite. J'ai juste arrêté de la cautionner. Ils sont partis. Marchant le long de l'allée parce qu'ils n'avaient plus de voiture. Je les ai regardés depuis la fenêtre. Marc gesticulait avec colère. Ses mots perdus derrière la vitre. Chloé s'essuyait les yeux. Et Léo? Mon pauvre Léo. N'arrêtait pas de se retourner vers ma maison? Son visage un portrait de confusion. Pendant un instant, une vive pointe de doute a percé ma résolution. Avais-je été trop dur? Trop radical? Aurais-je dû essayer de leur parler d'abord? De trouver un autre moyen? Mais alors les images ont afflué dans mon esprit, le relevé de compte? Les milliers d'euros s'échappant de mon compte? La manière désinvolte dont ils m'ont menti en face? L'offre condescendante de me trouver un thérapeute alors que ma seule maladie était la prise de conscience. Non. J'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des décennies, je m'étais mise en premier. J'avais défendu mes droits, protégé mon avenir et préservé ma dignité. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré dans le salon silencieux. J'ai regardé la rue vide où le symbole de mon humiliation avait autrefois été garé. Maintenant, il n'y avait qu'un espace vide, mais je ne me sentais pas vide. Je me sentais entière. Je me sentais de nouveau moi-même. Éléonore Dubois. Pas seulement maman ou mamie. Une personne. Mon téléphone a sonné plusieurs fois tout au long de la soirée. Chloé. Essayant une autre tentative de négociation. Marc. Voulant clarifier certains malentendus. Même ma sœur a appelé. Ayant reçu une version frénétique et unilatérale de l'histoire de la part de Chloé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il y a un temps pour parler. Et il y a un temps pour les conséquences. Le temps de parler était passé il y a 2 mois. Quand ils ont décidé de commettre une fraude à mon nom. C'était le temps des conséquences. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais en paix avec cela.